Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. On va voyager comme chaque dimanche avec aujourd'hui la chanteuse Lina Doran de retour dans MOE. Merci d'être avec nous Lina. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Votre nouvel album s'appelle In the Dark, dans le noir. On en parlera dans quelques instants. Voyage musical également avec vous, Véronique Riffel, vous aussi de retour dans Maghreb Orient Express. Vous êtes commissaire de l'exposition Al Musiqa, ça veut dire la musique. C'est à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août prochain. Et puis la littérature avec Akli Tadjer. C'est une première en revanche et on en est fiers. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain. Votre 11e roman a pour titre La vérité attendra l'aurore, édition Lattès. Avant de vous entendre tous les trois, connexion Alger. Connexion Alger où l'on retrouve Ahmed Aït Issad. Merci d'être avec nous. Ahmed, vous êtes à l'origine du projet artistique qui s'appelle Algérie vue d'en bas. Pourquoi est-ce que vous voulez nous montrer au juste l'Algérie sous cet angle, sous cette prise de vue précise? Bonjour Mohamed, bonjour les spectateurs. Alors, Algérie vue d'en bas, donc moi je suis le cofondateur du projet. On est deux derrière ce projet. Ça a commencé vraiment par raconter notre quotidien à deux. Et puis, les gens ont aimé, donc on a vraiment voulu partager ça avec un plus grand nombre. Donc, Algérie vue d'en bas, c'est vraiment... beaucoup l'ont déjà compris. Donc, Algérie vue d'en haut, Yann Arthus Bertrand. Nous, c'est vraiment une contre-lecture de Yann Arthus Bertrand qui montre cette magnifique Algérie, très esthétique. C'est un projet que j'adore. Mais nous, on a voulu vraiment montrer l'Algérie de tous les jours, du quotidien, qui est belle aussi et qui est des fois moins belle, mais voilà, c'est la vraie Algérie. Alors, des scènes de la vie quotidienne à mettre dans quelle ville au juste? On imagine Alger, la capitale, mais pas seulement. Hein. Pas seulement. Ça a commencé à Alger parce que je vis à Alger, en fait. Ouais. Mais avec le temps, donc, j'ai voyagé dans d'autres villes d'Algérie, Oran, Tizi Ouzou, Biskra. Et très récemment, donc, j'ai décidé de faire le tour d'Algérie. Donc, comment est-ce que vous travaillez au juste, avec smartphone à la main et en misant sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, j'avais commencé à l'époque d'utiliser mon appareil photo, mais j'ai trouvé que le smartphone était beaucoup plus adapté pour capturer des moments. Des fois, on peut pas utiliser toujours l'appareil photo. Le smartphone est très adapté, donc discret, il est toujours dans les mains et la qualité, je pense qu'elle est excellente. Et Ahmed, qu'est-ce que vous avez découvert de votre propre pays? Qu'est-ce qui ressort de ce projet artistique au fond? C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur la société algérienne. On parle souvent des hétis, de ceux qui tiennent le mur, on parle du chômage, de la misère. On voit rarement ces scènes de la vie quotidienne, notamment de villégiature. On est à la plage, on joue de la musique dans la rue notamment. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre propre pays? Vous avez bien fait de parler de stéréotypes et de clichés. Aujourd'hui, moi, personnellement, je veux vraiment casser ces clichés parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a de la beauté, il y a des artistes, il y a des belles âmes dans les rues d'Alger, il y a vraiment de la joie aussi. Et les gens, ils sont très, très chaleureux. Donc, je veux vraiment transmettre ça. Donc, en réalité, c'est vraiment une invitation aux personnes qui ne connaissent pas bien Alger ou qui ne connaissent pas du tout l'Algérie. Donc, de redécouvrir l'Algérie sous un autre angle. Donc, plus intensif. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Aït Issad. Et bien entendu, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour découvrir l'Algérie vue d'en bas. On va continuer d'ailleurs à en parler avec vous, Lina Doran. Je vais vous demander une réaction. On a choisi une photo pour vous, puisque vous êtes chanteuse, auteure, interprète, et que vous êtes née à Oran, berceau de la musique en Algérie, notamment, pas seulement, mais quand même un berceau de la musique en Algérie. C'est une photo d'un guitariste, d'un musicien qui est dans les rues à Alger. C'est vrai que c'est une image qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à Alger. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Elle m'inspire un instant volé. Là, j'ai l'impression d'être dans la ville elle-même et je trouve que cette photo est vraiment très intéressante parce qu'on a l'impression d'être à Alger, on a l'impression d'avoir participé à quelque chose et c'est vraiment magique. C'est une autre façon de voir Alger, c'est super. Akli Tadjer, vous, dans votre roman, on le verra tout à l'heure, il est question notamment de la corniche kabyle, du Cap Carbon. J'ai choisi pour vous, du travail d'Ahmed, une photo assez saisissante. On l'a déjà aperçue tout à l'heure. Tout simplement, je vous demande ce qu'elle vous inspire. Ce qu'elle m'inspire, déjà,
On voit beaucoup de jeunes. Il y a de l'idée quand même, hein. Les parasols sur le rocher. Voilà, ça c'est vraiment du grand art parce qu'il faut réussir. Puis ça me renvoie aussi quelque part au Cap Carbon, là, sur la corniche kabyle, endroit que je connais bien. J'y suis souvent allé avec mes enfants et voilà, ça me fait très plaisir et je sens les embruns venir de cette région. Véronique Riffel, le soleil revient à Paris. On serait plutôt bien là quand même, non, à Alger, là, en bord de mer. C'est une belle image. Ah, c'est une très belle image. C'est un pays que vous connaissez, l'Algérie, hein? Oui, c'est un pays où je suis allée plusieurs fois. À la fois pour, je suis partie dans le désert du Tassili avec l'artiste Rachid Koreshi, qui participe d'ailleurs à l'exposition El Moussika. J'y suis retournée pour célébrer le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. On avait fait une programmation quand j'étais directrice de l'Institut de Culture d'Islam. J'ai aussi été invitée au centenaire de la confrérie à Ouya, à Mostaganem, qui est aussi présent dans l'exposition à travers des chants soufis. C'est un pays que j'aime énormément. J'aime l'intensité de ses habitants. J'aime la beauté incroyable de ses paysages. C'est un pays vraiment à découvrir, aussi vu d'en bas. J'aime beaucoup le titre de ce projet par ailleurs. Bel hommage à l'Algérie, Véronique Riffel. Bel hommage aussi à la musique, donc à travers cette exposition dont vous êtes la commissaire, Al Moussika, voix et musique du monde arabe. C'est à la Philharmonie de Paris. Peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau général de cette exposition? Ça part de quand? Ça va jusqu'à quand? Où est-ce que vous nous emmenez voyager? Alors, précisément, c'est tout à fait l'expression appropriée. C'est un voyage, aussi bien dans le temps que dans l'espace, puisqu'on remonte à la période pré-islamique. Donc, on commence pendant la période antique, au 5e, 6e siècle, avant l'arrivée de l'islam. Et puis, on fait cette promenade de la péninsule arabique à un 21e siècle, donc jusqu'à la période contemporaine, où les musiques arabes s'épanouissent partout dans le monde. Donc c'est des musiques arabes déterritorialisées. Et dans l'exposition, on traverse 7 salles, 7 espaces, des paysages immersifs créés par des artistes. On traverse un désert, on traverse une ville arabe, un palais médiéval, une zaouïa africaine, un cinéma égyptien, un café à Barbès aussi. Un café à Barbès, et puis après on se retrouve sur la place d'une grande capitale arabe qui pourrait être Alger, qui pourrait être Oran, qui pourrait être Alexandrie, où j'ai vécu, qui pourrait être Le Caire, Beyrouth, enfin, toutes ces villes extrêmement dynamiques où les paysages sonores sont très très forts. Et j'avais envie de partager ça avec les visiteurs de l'exposition. Alors Fayrouz, Kalsoum, Dahman El-Harachi, Slimane Azem, Farid El-Atrache également, Warda Jazairiya, Lili Boniche aussi. Il y a notamment tout un chapitre sur l'héritage des musiciens irakiens de confession juive. L'exposition Al Moussika, c'est un manifeste aussi pour la sauvegarde d'un patrimoine culturel, un patrimoine en danger, semble-t-il, nous dites-vous dans cette exposition. Menacé par quoi? Menacé parce qu'il y a des répertoires musicaux d'une richesse incroyable qui est menacée, notamment à Alep, le mouacha, qui est un chant qui est notamment très développé à Alep, est en train de disparaître. Chant traditionnel. Chant traditionnel, en raison évidemment du contexte politique. C'est aussi le cas du makam de Bagdad ou encore du chant de Sanaa. Donc tous ces répertoires musicaux qui s'épanouissent dans des pays qui sont aujourd'hui dans des situations critiques. Et comme c'est aussi une musique, beaucoup de tradition orale, de transmission orale. Et parfois, il y a, justement, j'en parlais hier avec un musicien qui était présent pour le week-end de musique arabe qui célèbre le démarrage de l'exposition, qui m'expliquait qu'il connaissait un monsieur qui connaissait par cœur 4 chants, 4 mouachars, et qu'il était le seul gardien de cette tradition et qu'il fallait absolument enregistrer. Donc c'est aussi un peu un cri d'alarme pour découvrir cette richesse, la préserver et vraiment... c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du patrimoine archéologique, beaucoup moins du patrimoine sonore qui, par définition, est immatériel. Là, je parlais des pays du Moyen-Orient, mais aussi, même au Maghreb, par exemple, le stambali, qui est une musique qui pourrait s'apparenter au gnawa, une musique issue de l'esclavage. C'est un répertoire qui intéresse moins les jeunes, plus tourné vers le hip-hop. Aujourd'hui, on fait beaucoup de hip-hop en arabe, etc. Justement, vous parlez de hip-hop. Il y a aussi, notamment, vous nous emmenez place Tahrir, bien entendu, avec cette image que l'on va voir de rap, notamment, ces jeunes, sans doute, admirateurs de hip-hop. Il y a eu toute une effervescence il y a 7 ans lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Aujourd'hui, comment se porte la scène contemporaine arabe? On a eu une musique très contestataire. Comment se porte la musique arabe contemporaine, autant aussi de la télé-réalité? On connaît Arab Idol notamment. Il y a d'ailleurs dans l'ouvrage Al Moussika des photos d'Arab Idol. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a le sous-titre de l'exposition Al Moussika est voix et musique du monde arabe, parce que on a vraiment une pluralité de formes, d'influences. Ça montre aussi la centralité du monde arabe, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend peut-être pas compte vu de France, mais le monde arabe est proche de l'Iran, proche de la Turquie, proche de l'Afrique, proche de l'Europe, et c'est pas un pays aux frontières étanches. Au contraire, il y a énormément d'influences. Le monde arabe influence aussi musicalement plein d'autres pays.
Et donc, c'est toute cette richesse-là qu'on met en avant. Et il y a effectivement des formes très contemporaines, de l'appropriation du hip-hop par des jeunes musiciens arabes, mais il y a aussi des genres qui s'appuient sur un patrimoine que les jeunes connaissent très très bien. C'est le cas par exemple du Maragan en Égypte, qu'on appelle souvent ici l'électro-shahabi, qui s'inscrit vraiment dans une tradition ancienne de la poésie, du chant, et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition. Si les musiques arabes sont multiples et très riches, elles ont quand même un dénominateur commun, qui est l'importance de la voix, l'importance de la beauté de la langue, et aussi cette intense émotion qui saisit l'auditeur à l'écoute d'un chant particulièrement mélodieux qu'on appelle le tarab. On voit aussi des images de concerts Kalsoum avec des foules en transe, un public totalement conquis. Vous me faites la transition avec Lina Doran justement, puisque c'est une chanteuse justement qui incarne cet universalisme, ce pluralisme. Vous avez cité l'électro aussi, ça tombe bien, Lina Doran, In the Dark. On écoute sans plus attendre un extrait de votre clip. Do you imagine how I feel inside? Wanna see you walking down a street alone. Do you remember when we were together? Sweet little paradise, sweet little paradise. I'm walking in the dark, fear in my heart. You seem to be so far beneath lovely squirrel. I'm walking in the dark, walking in the dark. Lina Doran, In the Dark, vous n'y échapperez pas. Fiction ou réalité? Est-ce que vous êtes mariée à Las Vegas, non? Je m'y attendais à cette question. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, mais ce que je peux dire, c'est que je raconte une histoire en fait passionnelle, destructrice, et le clip, en fait, j'ai choisi de le tourner à Las Vegas et le Grand Canyon. En fait, j'ai voulu mettre en avant ce contraste-là, le contraste entre, on va dire, l'artifice de la ville de Las Vegas, où ça a été construit dans le désert, et voilà, la folie, etc. Et le Grand Canyon, cet endroit qui est resté tel quel depuis des millions d'années. On peut retrouver des pétrographes des Amérindiens. Et voilà, c'est un lieu super vrai, où la nature est dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec cette histoire-là, le vrai, le faux, le contraste. Voilà, c'est ce que j'ai voulu... Vous continuez donc beaucoup à voyager, Lina Doran. On sait que c'est une de vos marques de fabrique, globe-trotteuse, si l'on peut utiliser un anglicisme. Justement, je parle d'anglicisme, c'est en anglais et en français. In the Dark, vous êtes notamment inspiré de votre passage à Londres. Racontez-nous ce que vous a apporté cette ville, en quoi ça vous a inspiré? C'était lors de mes études, en fait, j'ai fait des études de langue, et dans mon premier album, La Gitane, j'ai pu chanter en français, en arabe, en espagnol. J'ai chanté en arabe, j'ai dédié une chanson à Oran, ma ville natale. J'ai chanté aussi en espagnol, j'ai chanté, c'était mon premier single, Almeria, où là, c'est pareil, dans le clip, c'était la musique andalou, arabo-andalou, où il y avait les danseurs flamenco. Et là, en fait, pendant mes études, donc, il y avait un jumelage entre l'université de Londres et l'université en France. Et j'en ai profité pour aller passer un peu plus d'1 an là-bas. Et donc, j'ai pu m'inspirer, en fait, de cette culture pop. Et puis, j'ai puisé, en fait... j'ai pu prendre toute l'inspiration qu'il me fallait pour écrire ces chansons. Justement, vous dites pop, Almeria, c'est vrai que c'était bien entendu votre univers de prédilection. C'était très jazz, de l'évasion, du rêve, du mystère aussi, une touche de mystère. C'est ce que vous nous offrez toujours aujourd'hui. Mais c'est un album qui se veut plutôt électropop cette fois-ci. Oui, en fait, il y a toujours la voix est toujours la même, en fait, parce que j'ai toujours été inspirée par des grandes voix, en fait, comme Etta James, Ella Fitzgerald, Fayrouz. Donc c'est vraiment les mélodies sont plutôt jazz soul, donc ça change pas. Après, c'est l'habillement qui... Pourquoi In the Dark, dans le noir?
Alors, c'est une très bonne question. Parce que, en fait, ces compositions-là, je les ai créées il y a très longtemps. C'est très personnel. En fait, c'est une partie de vous aussi, ouais. Voilà, qui est peut-être plus sombre, plus triste, plus mélancolique. Et j'ai mis un peu de temps à le dévoiler, à pouvoir le chanter en public. Mais voilà, donc j'espère que le public appréciera. En tout cas, on salue les Oranais, on salue aussi tous les Normands, et notamment les Canais, puisque vous avez des attaches à Caen, en Oui. Normandie. On vous y a déjà revu récemment, à l'Olympia aussi. Prochain concert, peut-être, Lina Doran, où est-ce qu'on peut vous voir? Oui, on peut me voir donc, le 14 à Caen, à Cultura. Et puis là, en fait, on est en pleine préparation d'une tournée dans les instituts français, une tournée européenne. Donc voilà, toutes les dates seront communiquées sur mon site internet. Eh ben, il suffit d'y aller. Akli Tadjer, vous, on parlait tout à l'heure de cinéma, notamment dans l'exposition Al-Mouzika, c'est dans la Gaîté, le Gaîté, pardon, Palace, un cinéma de banlieue qui est laissé à l'abandon, que Mohamed revisite sa vie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de lui, nous brosser son portrait? Qui est cet homme qui vit en France? Que fait-il de ses jours? C'est un homme qui me ressemble étrangement. C'est un peu mon double littéraire, si vous voulez. Ouais. Voilà. À chaque fois que j'ai besoin de me raconter, je me sers d'un personnage qui s'appelle Mohamed. Et ça me permet de rentrer dans mon intimité. Voilà. Alors, ce personnage, il est quinquagénaire, bien que je sois un peu plus. Mais il vit en France, il est né en France. C'est lui, c'est le narrateur de ce roman. Voilà. Et à travers ce personnage, je vais revisiter 45 ans de sa vie à travers des films qui ont été fondateurs de sa structure, de sa mémoire et de sa vie au quotidien. Quelle est sa profession aujourd'hui? Il est ébéniste. Parce Ébéniste, que, en fait, ouais. l'histoire raconte l'histoire de deux frères. Un qui est très doué, qui s'appelle Liès, qui prépare l'école des mines, et un qui l'est moins pour les études, mais c'est un génie des mains qui s'appelle Mohamed. Et c'est à travers ce personnage de Mohamed qu'on retracera l'itinéraire de ces deux frères. Et donc le souvenir d'une mère qui un jour décide de fêter l'anniversaire de Liès, c'est 20 ans, on est sur une plage, on le disait tout à l'heure, on est en Kabylie, en Algérie, et ça va mal se passer. On va bien entendu pas tout raconter, mais tout de même, c'est un épisode qui continue à hanter Mohamed encore aujourd'hui. Et qui continue à le hanter, à travers Mohamed, qui me hante, moi. Ouais. Parce que durant les années barbares en Algérie, moi, j'y étais. Alors que je n'ai jamais vécu en Algérie, j'ai passé mon temps là parce que pour des raisons familiales. Mais pour en revenir au roman, le petit génie de la famille, à 20 ans, il s'appelle Liès et la mère est très fière de lui. Elle se dit qu'elle va passer, vont fêter le 20e anniversaire de ce frère en Algérie. Et puis donc ils partent tous. Et ils vont à la plage, au Cap Carbon, pour faire écho à l'image qu'on a vue tout à l'heure. Ils vont, et au retour de plage, ils vont tomber sur un groupe terroriste, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Et seul Mohamed va réussir à s'en réchapper. Donc, on va penser que le frère est disparu à jamais, jusqu'au jour où, 25 ans plus tard, il reçoit un message Facebook d'une jeune femme qui s'appelle Ouria, qui veut entrer en contact avec lui d'urgence. Et à partir de ce moment-là, sa vie va basculer. Dire plus, ce serait raconter le roman. Ouais, on ne va pas continuer, effectivement. Mais tout de même, à travers ce roman, vous racontez vous aussi, vous le disiez, hein, bien entendu, donc on ne posera pas la question de la réalité ou de la fiction, mais qu'est-ce que vous avez voulu nous dire aussi de l'Algérie d'aujourd'hui? On a le sentiment que c'est avant tout, ce roman, une ode aux femmes aussi? Dans tous mes romans, il est question de femmes, parce que je crois que en Algérie comme ailleurs, les femmes sont l'espoir de ces pays. Parce que quand on voit ces sociétés quand même hyper machistes, quand même assez fermées sur les femmes, je veux dire, c'est des combats de tous les jours. Et puis, c'est un peu... C'est facile de dire qu'on les soutient, mais moi, je suis... à travers mes livres, leur soutien le plus fidèle. Pas de politique, bien entendu, mais on estime à des milliers, hein, peut-être plus de 8000, le nombre de disparus en Algérie. Il n'y a pas eu véritablement dans ce pays, contrairement à certains pays sud-américains, de commission vérité, justice, réconciliation. Votre roman, quand on le lit, c'est peut-être un ressenti personnel, mais il nous rappelle ceci aussi. Ça évoque tout ça. Il y a une chape de plomb, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en dehors de l'histoire personnelle. Il y a eu toute cette période d'horreur. Il y a eu la loi sur la réconciliation et personne ne parle plus de ça. C'est incroyable, c'est comme si c'était rien passé. La concorde civile d'Abdelaziz Bouteflika, le président actuel. Concorde civile. Et du jour, il y a eu des blessures, les morts qu'on ne compte plus, tellement il y en avait. Et quand on dit les morts, on ne compte même pas les blessés ou les personnes qui sont affectées à vie. Affectées à vie, de toutes sortes de blessures de l'âme, de tout ce que vous voulez. Et la vie a repris ses droits.
si on peut dire, mais comme s'il ne s'était rien passé. Vous allez à Alger aujourd'hui, c'est comme si Normal, on parlait d'une ouais. fiction, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est terrible parce que quelque part, ça va ressortir un Comme jour. une amnésie, ouais, Et ça va qui ressortir reviendra. un jour. On ne Mm. peut pas vivre avec ses blessures. Eh bien, aussi, oui, allez-y, juste Akli Tadjer. Oui, à travers oui. ce roman aussi, je voulais raconter qu'est-ce que c'est que cette histoire de vivre deux cultures. Parce que, bon, moi, je suis issu de culture algérienne, mes parents étaient algériens, donc l'extérieur, c'était la rue. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on nous dit, oui, être issu de deux cultures, c'est une richesse. Évidemment, c'est une richesse, mais a posteriori. C'est-à-dire, quand on a vécu un peu sa vie, on se rend compte que c'est vraiment un plus. Mais quand vous êtes au quotidien, c'est souvent des religions... Parce que, comment vous dire, ce sont deux cultures qui ne sont pas... C'est un tiraillement, vous voulez dire, en fait. C'est tellement différent. C'est un tiraillement. Que c'est à chaque fois une violence de tous les jours quand vous êtes jeune. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant, chers invités, à vos coups de cœur culturels respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Lina Doran, vous avez choisi un roman que vous avez apporté avec vous, d'Amin Zaoui, L'Enfant de l'œuf aux éditions Serpent à plumes. Pourquoi ce coup de cœur au juste ? Déjà parce que je trouve que c'est écrit vraiment d'une façon très exceptionnelle, comme un peu Les Mille Nuits, c'est sous forme de paragraphes. Ouais. C'est un livre qui m'a beaucoup ému, touchée. C'est philosophique, ça parle de Mouloud avec son chien Harris. C'est très drôle. Il raconte la vie à Alger, la solitude aussi. On est dans une ville où il y a des millions de personnes et on se sent tout seul. On n'a pas l'ami, on n'a pas le voisin à côté. Il parle aussi de choses... voilà, il parle aussi d'une certaine Lara qui vient de Damas, qui a fui la guerre. Donc ça parle d'actualité, ça parle aussi vraiment, c'est un roman qui m'a touchée, je portrait recommande. de notre époque oui, tourmentée. oui. Véronique Riffel, Mektoub, My Love, Mektoub, c'est le destin. Film réalisé par Abdelatif Kechiche. Pourquoi ce film ? Je suis une grande amoureuse des films d'Abdelatif Kechiche. Et celui-là est particulièrement un chef-d'œuvre, une merveille, un bonheur. Vraiment, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Il y a des scènes sublimes, notamment une scène d'amour qui ouvre le film, qui est d'ailleurs accompagnée de la musique de Raina Rai. Ça se passe à Sète, dans le sud de la France. Ça se passe à Sète, comme La Graine et le Mulet, qui est aussi belle un film musique. formidable. Et il y a une autre scène aussi de trance, de danse, de joie collective sur l'Orchestre national de Barbès. Tous ces groupes mythiques qu'on retrouve bien sûr dans l'exposition Al Moussika. Et j'en profite pour passer un petit message à Abdelatif Kechiche, dont je suis vraiment une très grande admiratrice. Donc j'ai vu tous ces films plusieurs fois, ces films qui durent 3 heures, donc j'ai envie de lui dire, s'il vous plaît, venez voir mon exposition, prenez 1 heure pour ça, je serais ravie de vous accueillir avec toute votre équipe de merveilleux comédiennes et comédiens. Bon, si Abdelatif Kechiche nous écoute, et il y aura notamment les réseaux sociaux pour le lui rappeler, il est le bienvenu à la Philharmonie. Le message. Pour Al Moussika, Akli Tadjer, Un jeune homme en colère de Salim Bachi, édition Gallimard. Salim Bachi qui est venu nous parler de son roman tout récemment dans 64 minutes, Le Monde en français. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman ? J'ai adoré ce roman. Qui ressemble au vôtre d'ailleurs, si je puis me permettre, mais en tout cas, il y a certaines... Il y a du cousinage, on va dire. Du cousinage, il y a du cousinage. Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le narrateur, ce jeune homme de 18 ans qui vit à Paris et puis qui a une lucidité incroyable. Tristan, qui a une lucidité incroyable sur son monde de jeune homme. Et on se dit que ce jeune homme qui a une persuasion des phénomènes de réseaux sociaux et tout, il voit ça d'une façon un peu sombre, mais tellement lucide. Et on se dit que peut-être de cette noirceur va naître la lumière. Et lui aussi, Tristan, il est traumatisé par la perte de sa sœur plusieurs années en amont. Merci à tous les 3 d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on va se quitter en musique. Et c'est un plaisir en français avec vous, Lina Doran. Vous nous interprétez a cappella, Dessine-moi, c'est à vous. Toi, l'enfant nomade, l'ombre qui se balade entre les ruines et les barricades. Tu serres au creux des mains des jouets pleins de poussière.
فوق الحروب يبحث عن أرض السلام